Il y a un document officiel. Il a été rédigé par des personnes qui ont des titres, des mandats, des pouvoirs. Et dans ce document, il est écrit noir sur blanc que les frais d'inscription à l'université en France doivent être multipliés par 5. Pas augmentés légèrement. Pas ajustés à l'inflation. Multipliés par 5. Et ce n'est même pas le détail le plus inquiétant de ce rapport. Aujourd'hui, inscrire un étudiant dans une université publique française coûte 170 € par an. C'est le prix auquel vos enfants ont étudié. C'est le prix pour lequel vos petits-enfants auraient pu étudier. Un organe officiel, les Assises du financement des universités, vient de proposer que ce prix n'existe plus sous cette forme. Et ce qui est écrit dans ce rapport au-delà de ce chiffre, ce que la plupart des journaux télévisés n'ont pas mis en titre, c'est ce dont il faut parler maintenant, immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Vous pensez peut-être que vous n'êtes plus étudiant, que cela ne vous concerne pas directement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela vous concerne plus profondément que n'importe quel jeune de 20 ans. Vous avez des enfants. Vous avez peut-être déjà des petits-enfants, ou ils arriveront dans 5, 10 ans. Ce sont eux qui se retrouveront devant une porte fermée si ce rapport devient une loi. Mais il y a un deuxième niveau, plus profond encore. Vous avez payé des impôts pendant 40 ans. Une partie de ces impôts finançait les universités, cette architecture sociale qui permettait à chaque enfant français, quelle que soit l'épaisseur du portefeuille de ses parents, d'accéder à l'enseignement supérieur. C'était un contrat. Non écrit, mais bien réel. Un contrat entre la République et ses citoyens. Et aujourd'hui, quelqu'un propose de rompre ce contrat de manière unilatérale, sans vous demander votre avis, sans débat national, sans que cette rupture ne fasse la une des journaux du soir. Posez-vous cette question concrète. Si votre petit-fils ne peut pas se permettre l'université, que deviendra-t-il? Quel travail trouvera-t-il? Pourra-t-il fonder une famille, se loger, vivre dignement? Et voilà la question que personne ne pose à voix haute, pourra-t-il ensuite vous aider, vous soutenir, être présent quand vous en aurez besoin? Ce n'est pas de la politique abstraite. C'est votre famille. C'est votre vieillesse. C'est tout ce que vous avez construit pendant des décennies, et que l'on veut silencieusement réécrire pendant que vous regardez ailleurs. Alors regardons de près ce que ce document contient exactement. Parce que quand on le lit attentivement, ligne après ligne, on n'en croit pas ses yeux. Et la question n'est pas seulement celle du chiffre 5. Les Assises du financement des universités ne sont pas un groupe marginal, pas un think tank privé financé par des intérêts obscurs. C'est une structure officielle, créée précisément pour formuler des recommandations sur le financement de l'enseignement supérieur en France. Ces conclusions ne sont pas l'opinion d'un individu. Ce sont des propositions qui atterrissent directement sur les bureaux de ceux qui prennent les décisions. Et voici ce que ces propositions contiennent. Premier point. Augmenter les frais d'inscription dans les universités publiques d'un facteur 5. Aujourd'hui, un étudiant en licence paie 170 € par an. Multiplié par 5, cela donne 850 € par an. Minimum. Réfléchissez à ce que cela représente concrètement, 850 € uniquement pour le droit d'être inscrit comme étudiant. Sans compter le logement, la nourriture, les transports, les manuels, les fournitures. Juste l'inscription. 850 €. Le journal Le Monde a qualifié ces conclusions de D. Ce sont ses propres mots, pas une interprétation. Conclusions explosives. Ce terme n'est pas choisi au hasard par l'une des publications les plus sérieuses et les plus respectées de France. Quand Le Monde utilise le mot explosif, c'est parce que ce qu'il décrit mérite effectivement ce qualificatif. Deuxième point, et c'est là où beaucoup de médias se sont arrêtés, mais où il faut absolument continuer. Le même rapport examine la possibilité de réduire le nombre total d'étudiants dans les universités françaises. Non seulement rendre les études plus chères, mais aussi diminuer le nombre de places disponibles. Moins d'étudiants. Un accès plus coûteux. Moins de portes ouvertes. Davantage de sélection. Ce n'est pas une réforme technique du financement. C'est la description d'un système qui choisit délibérément de devenir élitiste. Replacez cela dans son contexte historique. Le modèle français d'enseignement supérieur accessible a été construit sur des décennies. Il a été conquis, défendu, parfois arraché à travers des luttes sociales, des mouvements étudiants, des débats politiques intenses. Il est devenu l'incarnation concrète de ce que les Français appellent l'égalité des chances. Pas une formule dans un discours. Pas un idéal vague inscrit dans un préambule constitutionnel. Un mécanisme réel, tangible,
quotidien, que ton père soit ouvrier ou médecin, que ta famille vive dans un appartement en banlieue ou dans une maison bourgeoise, tu peux entrer à l'université pour 170 €. Ce mécanisme, on propose aujourd'hui de le briser. Quand vous avez envoyé vos enfants faire leurs études, avez-vous imaginé qu'un jour quelqu'un s'assoirait et rédigerait un rapport proposant de rendre cela 5 fois plus cher? Est-ce que vous aviez prévu de devoir expliquer à vos petits-enfants pourquoi on n'a pas arrêté ça à temps? Il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur la mécanique de ces réformes. Ce rapport n'est pas encore une loi. Mais les rapports de tels organes ne sont pas rédigés pour finir dans un tiroir. Ils sont écrits pour devenir la base de réformes législatives. C'est ainsi que fonctionne le système depuis des années, d'abord un document d'experts, ensuite un projet de loi, ensuite un vote qui passe en août quand tout le monde est en vacances. Vous avez déjà vu ce film. Vous le connaissez par cœur. Et 850 € par an, ce n'est que le point de départ de la conversation. Parce que la logique de « multiplier par 5 » ne s'arrête pas à 850. Une fois que le principe est brisé, une fois que la barrière symbolique des 170 € est franchie, le débat ne porte plus sur le fait même de l'augmentation. Il porte sur le niveau. Et ce niveau peut continuer à grimper. Maintenant, posons la question que l'on pose rarement en prime time. À qui profite le fait que les universités publiques deviennent plus chères? La réponse est évidente si l'on regarde le marché de l'éducation. En France, il existe un secteur privé de l'enseignement supérieur, des écoles privées, des grandes écoles avec des programmes commerciaux, des plateformes en ligne. Ces établissements sont en concurrence directe avec les universités publiques. Mais concurrencer un tarif de 170 € par an est presque impossible quand on facture 8 000, 10 000, 15 000 € par an. L'écart est trop grand, le choix trop évident pour les familles. Si l'université publique passe à 850 €, l'écart se réduit. La barrière psychologique pour une famille qui hésite entre le public et le privé devient moins haute. Le secteur de l'éducation privée n'en retire que des bénéfices. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est la logique élémentaire du marché, appliquée à un bien public qui n'aurait jamais dû être soumis à cette logique. Deuxième question, pourquoi ce rapport n'a-t-il pas fait la une des journaux télévisés du soir? Pourquoi n'est-il pas devenu le sujet principal des grandes émissions d'information? Le Monde qualifie ces conclusions d'explosives, mais la majorité des Français l'ignorent encore. Pourquoi ce silence? Peut-être parce que les réformes de cette nature avancent toujours discrètement. Pas à travers des annonces fracassantes, mais à travers des rapports d'experts, des comités techniques, des groupes de travail. Pendant que la société est mobilisée sur autre chose, pendant que les débats portent sur les retraites, sur les prix de l'énergie, sur les élections, ces documents voyagent silencieusement de bureau en bureau, de cabinet en cabinet. Vous souvenez-vous de la réforme des retraites? Vous souvenez-vous comment on nous disait que c'était nécessaire, inévitable, indispensable pour l'avenir? Aujourd'hui vous entendez les mêmes mots. Les universités sont sous-financées. Des changements structurels sont nécessaires. Sans réforme, le système s'effondrera. Cette rhétorique vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous vous demandez, comme beaucoup, si cette comparaison est juste ou excessive? C'est une question qui mérite d'être posée. Il y a encore un aspect dont on parle à voix basse. La réduction du nombre d'étudiants. Ce n'est pas simplement une mesure d'économie budgétaire. C'est une transformation de l'idée même de ce qu'est une université. Aujourd'hui, en France, l'université est un lieu où peut entrer tout lycéen ayant obtenu son baccalauréat. C'est un principe fondateur. Si le nombre de places est réduit, une sélection s'impose. Qui sélectionnera? Selon quels critères? Et qui se retrouvera finalement exclu? L'histoire de tous les systèmes à accès limité donne une réponse cohérente, ceux qui se retrouvent exclus, ce sont les enfants des familles sans relation, sans argent, de la province, des banlieues. Précisément ceux pour qui l'université représentait le seul ascenseur social réel, le seul chemin vers une vie différente de celle de leurs parents. Ce sont eux qui paieraient le prix le plus lourd de cette transformation. Calculons maintenant ensemble. Pas de manière abstraite. Concrètement, avec des chiffres, avec des visages, avec des situations que vous reconnaissez peut-être. Premier scénario. Votre petit-fils a aujourd'hui 12 ans. Il est en 5e. Dans 6 ans, s'il le souhaite, il pourra s'inscrire à l'université. Si la réforme est adoptée, il paiera non pas 170 € mais au minimum 850 €. Et ce chiffre de 850 est un point de départ, pas un plafond.
Ajoutez à cela un loyer dans une ville universitaire, au minimum 500 à 600 € par mois. La nourriture. Les transports. Les fournitures. Le résultat est un projet de vie dont le coût mensuel dépasse largement ce que beaucoup de familles de la classe moyenne peuvent absorber sans contracter un crédit. Deuxième scénario. Vos enfants, les parents de cet étudiant, ont aujourd'hui entre 35 et 40 ans. Ils portent déjà un crédit immobilier, des factures d'énergie en hausse, l'inflation sur les produits du quotidien. Et maintenant une charge supplémentaire pour les études de leur enfant. Deux options se présentent à eux, s'endetter davantage, ou regarder leur enfant renoncer à l'université et entrer directement dans la vie active après le lycée. Voilà les deux chemins que cette réforme laisserait ouverts. Troisième scénario, et celui-là vous touche directement. Vous êtes retraité. Votre pension couvre votre vie, mais ne couvre pas la possibilité d'aider substantiellement un petit enfant dans une nouvelle réalité financière. Avant, vous pouviez ajouter un peu d'argent de poche, et cela suffisait, parce que l'université elle-même ne coûtait que 170 €. Maintenant, ce soutien ne peut plus être symbolique. Il doit être significatif. Et la question honnête est, avez-vous ces moyens? Et même si vous les avez, est-ce juste de devoir les mobiliser pour compenser ce que la République devrait garantir? Vous avez travaillé. Vous avez cotisé. Vous avez construit ce pays. Et on vous dit, désolé, le contrat a changé. Vos petits-enfants doivent maintenant payer davantage pour ce que vous avez obtenu pour moins. Ce mot a un nom précis. Ce n'est pas du progrès. C'est une régression. Quand vous avez étudié, ou quand vos enfants ont étudié, l'université était accessible. Pas parfaite. Mais accessible. Un étudiant venu de Lyon et un étudiant venu de Bretagne, un fils d'ouvrier et un fils de médecin, s'asseyaient dans le même amphithéâtre. Ce n'était pas un mythe républicain. C'était une réalité quotidienne, concrète, vécue. Une réalité que des millions de familles françaises ont connue, et dont beaucoup gardent le souvenir avec une forme de fierté mêlée de gratitude. Ce qui se profile en remplacement, c'est un système à deux vitesses. Ceux qui peuvent payer vont à l'université. Ceux qui ne peuvent pas n'y vont pas. Et ne parlez pas des bourses comme d'une solution, le système de bourse en France est notoirement insuffisant pour absorber une multiplication par 5 des frais d'inscription, sans même parler d'une réduction simultanée du nombre de places disponibles. Les bourses sont un filet de sécurité troué, pas un substitut à l'accessibilité universelle. Pensez à ce que cela signifie sur le long terme, pas seulement pour une génération, mais pour la structure même de la société française. Un pays où l'accès au savoir dépend de l'épaisseur du compte en banque de vos parents est un pays où la mobilité sociale ralentit, où les inégalités se cristallisent, où les enfants des classes populaires et moyennes voient leur horizon se rétrécir. Ce n'est pas une métaphore. C'est un processus documenté, observable dans tous les pays qui ont suivi ce chemin avant la France. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Les frais universitaires ont été augmentés progressivement, puis massivement. Aujourd'hui, un étudiant britannique peut terminer ses études avec une dette de plusieurs dizaines de milliers de livres. Cette dette pèse sur ses choix de vie pendant des années, parfois des décennies. Elle influence la décision d'acheter un logement, de fonder une famille, d'entreprendre. Ce modèle, que certains présentent comme une référence, a produit une génération entière hypothéquée avant même d'avoir commencé. La France n'est pas obligée de suivre ce chemin. Mais elle pourrait le prendre si personne ne s'y oppose clairement, maintenant, pendant que ce rapport est encore un rapport et pas encore une loi. La fenêtre entre le document d'experts et le texte législatif est étroite. Elle se referme vite. Et une fois refermée, il ne reste plus que la rue, les manifestations, le bruit et la fureur, contre un fait accompli. Ce qui est en jeu ici dépasse la question du montant des frais universitaires. Ce qui est en jeu, c'est une certaine idée de la France. Une idée selon laquelle la République ne choisit pas ses futurs ingénieurs, ses futurs médecins, ses futurs enseignants en fonction de la fortune de leurs parents. Une idée selon laquelle le mérite, le travail, l'intelligence ont plus de valeur que l'héritage financier. Cette idée a mis des générations à s'incarner dans des institutions, dans des lois, dans des pratiques. Elle peut disparaître bien plus vite qu'elle n'a été construite. Vous avez vécu assez longtemps pour savoir que les choses acquises ne sont jamais définitivement acquises. Vous avez vu des droits sociaux remis en question. Vous avez vu des protections démontées. Vous avez vu des certitudes s'effacer. Et à chaque fois, le même mécanisme, d'abord le rapport d'experts, puis le projet de loi, puis le vote discret, puis le fait accompli.
puis la génération suivante qui hérite d'un monde un peu moins juste que celui qu'elle avait reçu. La question qui reste ouverte, celle qui mérite d'être posée et à laquelle il n'y a pas de réponse simple, est celle-ci: jusqu'où accepte-t-on que ce mouvement continue? À quel moment dit-on que le contrat social a été suffisamment rogné pour que la résistance ne soit plus une option mais une obligation? Et qui, concrètement, porte cette responsabilité? Les élus, les experts, les parents, les grands-parents, ou tous ensemble? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Mais le fait de la poser, le fait de refuser que ce rapport voyage silencieusement de bureau en bureau sans que les familles françaises en soient informées, c'est déjà quelque chose. C'est peut-être le début de quelque chose. 170 € contre 850. L'égalité des chances contre la logique du marché. L'université pour tous contre l'université pour ceux qui peuvent se la payer. Ce sont les deux côtés d'un choix que la France est en train de faire, en ce moment, discrètement, sans que la plupart des gens concernés le sachent encore. Vous le savez maintenant. Et vous connaissez probablement quelqu'un, dans votre famille, dans votre entourage, pour qui cette information change quelque chose.